sur le thème numéro 6, le droit international de la mer, International Law of the Sea. L'académicien modérateur, le professeur Dr Eduard SOMERS, président de l'Académie royale de marine de Belgique. I would like to call to the stage now the moderator, Professor Dr Eduard SOMERS, from the President of the Royal Belgian Marine Society. Les intervenants, the speakers, Klaas WILLAERT de l'Académie de Belgique, from the Academy of Belgium, Klaas WILLAERT. Également Jean-Louis FILLON, délégué général de l'Institut français de la mer, section droit et économie. And the second speaker will be Jean-Louis FILLON, General Delegate of the Institut français de la mer, Law and Economics Section. Le thème numéro 6, le droit international de la mer. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette session sur le droit de la mer. La session se portera aussi sur quelques aspects spécifiques du droit de la mer qui seront entamés par les intervenants spécifiques. Je pense que je changerai de langue de temps en temps, sachant que l'heure du lunch est slowly approaching, which might make it more difficult for you to keep your attention all of the time. So whenever I change language, you might find a sort of spark that will enlighten your brain to keep aloof at that moment. I thought it was wise, given the fact that the audience might mostly consist of non-legal persons, which is to be excused, there's no problem about that, that I give you a slight idea, a few elements of what the law of the sea might be. Le droit de la mer, c'est un système légal qui s'applique entre les sujets de droit international public concernant l'usage de la mer et de ses ressources naturelles. C'est un système qui s'est développé pendant des siècles, un peu slowly, perhaps in the first years since the 17th century, but nowadays, and particularly in the second half of the 20th century and the first half of this 21st century, at an enormous pace. At this particular moment, we can see an explosion also of several international rules concerning the law of the sea as such. You will remember definitely that the fundamental legal regime that the law of the sea is providing standards and norms concerning what is happening at sea, ce qui se passe à la mer, soit que ce soit la navigation, soit que ce soit l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des eaux ou des fonds marins. Ce système s'est concrétisé sans aucun doute en 1982 dans la Convention sur le droit de la mer des Nations Unies. Et in this convention of 1982, the Law of the Sea Convention, which is an overwhelmingly accepted convention on an international scale, this convention provides for particularly the basic aspects of distribution, allocation of jurisdiction for the different maritime zones that exist in the sea. You might probably not see any specific borders at sea, but there are legal borders anyhow, providing different legal systems, des systèmes qui peuvent se développer
vers la souveraineté nationale dans les eaux intérieures jusqu'à un système de souveraineté limitée par rapport au passage inoffensif dans la mer territoriale et aussi des droits souverains concernant l'exploitation, l'exploration des sources naturelles du plateau continental. With respect to the exclusive economic zone, which has been created in the 1982 Law of the Sea Convention, coastal states have been provided with sovereign economic rights for the exploration and exploitation of the natural resources of the seas and the seabed and subsoil of the seas as such. There is of course also an area in the seas which is beyond national jurisdiction. The area beyond national jurisdiction at sea is of course the high seas. La haute mer, c'est un système qui est prévu par le droit international de la mer concernant la liberté de navigation, la liberté d'exploration, d'exploitation, liberté de navigation. Le système de liberté de la haute mer a été introduit, comme vous le savez bien sûr, dans le début du XVIIe siècle par un juriste hollandais, M. Hugo de Groot. Hugo Groot, bien better known as Grotius as such, providing the idea of freedom of the high seas, un système qui a un corollaire. Le corollaire, c'est que en haute mer, il y a l'exclusivité du pavillon de l'État qui est prévu, je pense, si je me souviens correctement, dans l'article 92 en France, 92 en Belgique. There is of course another part of the oceans which is beyond national jurisdiction, not only at sea but also at the seabed and the subsoil of it, where the general idea of so-called common heritage of mankind has been promulgated in Part 11 of the Law of the Sea Convention, providing a legal regime for deep seabed mining. And deep seabed mining, of course, is a very important development since the second half of the 20th century. Deep seabed mining is also nowadays quite important, given the fact that there is a general search for kind of minerals that are being used or need to be used for the economic purposes at the moment. Pour cette exploration des grands fonds marins, la Convention de 82 a créé une nouvelle organisation, International Seabed Authority, qui est, je pense, à ce moment en train d'être en session en Jamaïque. C'est sur cette exploitation des grands fonds marins que un de nos intervenants, le professeur WILLAERT, nous entretiendra aussi en relation avec cette nouvelle convention, le BBNG Convention of 2023, a very important relation between the two conventions, the Law of the Sea Convention with Part 11 concerning the deep seabed mining on the one hand, and on the other hand the BBNG Convention as such. But of course, the Law of the Sea Convention is not the only convention dealing with the Law of the Sea in general. There is a numerous amount of other initiatives, conventions, organizations. The IMO, for instance, is one to be mentioned. The FAO is to be mentioned, for instance, and there are definitely others. So there is a vast number of conventions still active
active at this moment, dealing with what is happening at sea and dealing also with the different uses of the sea. Par exemple, la protection de l'environnement marin, la recherche scientifique, the peaceful settlement of disputes with the creation of the International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg, and so on. So the Law of the Sea as such is a very dynamic and important legal system which might not be well known as such, because most of the mariners that are dealing with law deal with private maritime law issues, and they deal with problems concerning des abordages, des problèmes dans la mer avec des aspects de pollution, probablement des problèmes de la juridiction du capitaine à bord, etc., etc. Now, we have in this session, we have two speakers. There is Professor WILLAERT from the University of Ghent. Professor WILLAERT is specializing particularly in law of the sea. He is also the director of the Maritime Institute at the University of Ghent within the Faculty of Law. At the moment, he has been focusing for a long time on issues of deep seabed mining, has published widely as far as this is concerned, has been giving lectures and other kinds of comments in different international organizations also. And our second speaker today is Monsieur FILLON, qui est, je vais voir ce qui est à dire de Monsieur FILLON, parce que je n'ai pas reçu d'autres spécificités, mais je l'ai... Délégué général de l'Institut français de la mer, section droit et économie. The General Delegate of the Institute français de la mer, Law and Economic Section. Je remercie Fred pour votre intervention. Alors, il y a aussi une troisième intervention qui viendra de la salle, c'est de Madame l'ambassadrice Jacobson de l'Académie de Suède. Maintenant, je pense que je peux demander à Monsieur WILLAERT, au professeur WILLAERT, de prendre la parole. Klaas, la parole est à vous. Okay, thank you for the kind introduction, and good morning everyone, or still morning I think, yes. So, as a Belgian, I have to admit first that I'm a bit ashamed to not to address you in French, but my French is unfortunately very bad, so that's why I would like to stick to English. It would be very cruel to both myself but also especially to you if I would address you in French, so I'll stick to English if that's alright, but I do apologize. Anyway, it's an honor to be invited here, and I'm very pleased to be able to present some of my research here today. Within the context of this panel on the law of the sea, a very broad panel I would say, I would like to devote my presentation to the interaction between the recently adopted BBNJ agreement and the international deep sea mining regime. You have to realize, or you have to consider this a collection of thoughts and observations rather than a summary of precise research findings, as you will see that, as the title of the presentation also suggests, there are often more questions than answers. But so, let's start off with a brief introduction on the deep sea mining regime. And I'm going to summarize this very quickly. The seabed and subsoil beyond national jurisdiction are called the area, which together with its mineral resources is legally designated as the common heritage of mankind. The main idea of the international deep seabed regime is that entities wishing to undertake activities in the area must obtain a contract from the International Seabed Authority, or the ISA in short, which is tasked to manage the deep seabed and its mineral resources for the common benefit of mankind.
The fundamental principles of the international deep seabed regime are laid down in the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 1994 implementing agreement, while more detailed rules, on the other hand, are contained in the so-called mining code. This mining code comprises an extensive set of regulations, standards and guidelines issued by the ISA to govern deep sea mining activities in the area. Regulations for the first two phases, which are prospecting and exploration, have already been adopted, but exploitation regulations, so pertaining to actual large-scale commercial extraction of deep sea minerals, are still under development. During this very week, in fact, the Council of the ISA is convening for the first part of its 2025 session, and there is also, I have to notice, a new Secretary General since the beginning of this year, which might produce some new momentum. We have to see about that. So having already covered the basics of the deep sea mining regime, we can now have a very quick look at the BBNJ agreement. So preparations and negotiations took quite some time, starting with the creation of an ad hoc informal working group in 2004, if I'm not mistaken, the establishment of a preparatory committee in 2015, and finally the creation of an intergovernmental conference in 2017. And so in June 2023, the BBNJ agreement was finally adopted. You can see the full title also on this slide. I think we can consider this a milestone, and congratulations are of course in order for Madam Ambassador Rina Lee for this extraordinary diplomatic achievement. You can also see her on this picture. I think it's a very iconic picture, which will certainly also evoke some fond memories for her. Although it is sometimes also referred to as the High Seas Treaty, its spatial scope is in fact more comprehensive and comprises both the high seas and the area. The main objectives of the BBNJ agreement are clearly reflected in its official title, and it basically consists of four main components. Rules on marine genetic resources, a standard procedure, we can say, to develop area-based management tools, a common framework regarding environmental impact assessment, and finally also provisions on capacity building and transfer of marine technology. The BBNJ agreement will enter into force after acquiring 60 ratifications, and at this point, last time I checked, which was this morning, we're at 21 ratifications. So following this admittedly very brief overview of the deep sea mining framework and the BBNJ agreement, I would like to get into the core of my presentation and discuss the general interaction between these two regimes. And as you will see, I'll try to build my reasoning from the very basics, which might be quite self-evident to some of you, and I'll start off with what is crystal clear here in this relationship. The BBNJ agreement explicitly states that it must be interpreted and applied in a manner consistent with the Law of the Sea Convention, including, of course, Part 11 governing the area. The interaction with the ISA as such, and the mining code that I talked about, is, however, harder to assess, but some principles are brought forward in the BBNJ agreement. And you could say, or at least I think it's a good way to categorize these precepts. They can be divided into two main categories. On what you could say the positive side, you have cooperation, coordination, and coherence that are prescribed. And on the other hand, you have the negative obligation not to undermine relevant legal instruments and bodies. And this one appears to draw a strict but also a quite dubious line. So through the positive precepts of cooperation, coordination and coherence, the overall ambition seems to be clear, while the BBNJ agreement obviously wants to add its own elements, its own rules, to improve the conservation of biodiversity in areas beyond national jurisdiction. One of the overarching objectives is to foster synergy and as a result to optimize the collective potential of the existing frameworks contributing to the same goals.
Explicit references to cooperation, coordination, and coherence are found in several general provisions, and this desire is also reflected in the chapter on ABMTs by imposing, for example, consultations with and among relevant legal instruments, frameworks, and bodies. However, the proverbial red line that dominates most discussions on the interplay between the BBNJ agreement and other instruments and bodies is enshrined in the so-called undermining clause. It certainly differs, this clause, from the typical formulation of conflict clauses found within international law, and the fact that it is used in conjunction with shall, not should, obviously adds more legal weight to it. A crucial question here, though, is what is undermining? The wording is first put forward in the BBNJ agreement in a general sense, but it is also reproduced in the chapter on ABMTs. You can see that the latter article offers a bit more clarity due to the additional obligation to respect the competences of relevant legal frameworks and bodies, which appears to be closely associated and should seemingly be read in conjunction with that duty not to undermine. So what is not allowed? What are the red lines here? Well, if we break it down to its core, it seems obvious, and I would also say quite logical, that exercising competences belonging to another body is in any case off limits. And furthermore, by mentioning it next to the respect for competences as such, and thus distinguishing it from formal encroachment, undermining appears to comprise having some kind of subversive impact on the competences of another body and or a relevant legal instrument or framework. So having unpacked that concept of undermining already a little bit, we can now analyze the different criteria that were identified. And in order to assess that first condition pertaining to the actual encroachment upon competences, we should of course have a more detailed look in this context at the exact mandate of the ISA. So based on a combination of UNCLOS provisions pictured on this slide, we can conclude that the ISA possesses competences to ensure effective protection for the marine environment, but only with respect to activities in the area and the harmful effects arising therefrom. And this is certainly a relevant limitation, as activities in the area as such are explicitly defined in UNCLOS and only extend to deep sea mining, which appears to leave plenty of room for the BBNJ agreement to maneuver. In fact, I should also note that there are opportunities to influence decision-making that would fall squarely within ISA competences, as states parties to the BBNJ agreement are called upon to promote its objectives within bodies of which they are members, and the BBNJ COP, the Conference of the Parties, can make recommendations to relevant bodies to promote the adoption of measures. So as you can see, this creates quite a delicate balance in light also of this undermining clause. With regard to the subversive element then associated with that second component that we identified when unpacking that undermining clause, it should first of all be noted that long arguments can be held about this inherently subjective condition. In accordance with its ordinary meaning in the context, a correct interpretation would be the weakening of the effectiveness or the power of something. And this still leaves plenty of room for discussion, but in general, I would hardly consider strengthening the conservation of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction, as well as any measures taken to that end, as undermining the deep sea mining regime. Indeed, these improvements are very welcome, I would say, and some have already influenced the ISA negotiations. After all, the BBNJ provisions constitute global, cross-sectoral rules that overshadow the limited environmental mandate and competences of the ISA. Nevertheless, it all remains very subjective. So one last thing I want to note is that a broad interpretation might be at odds with the very scope of the BBNJ agreement.
In fact, you could argue that any rules or measures introduced in areas beyond national jurisdiction will always have some effect on the ISA or the mining code. An overly broad interpretation could thus preclude application of the BBNJ agreement in the area, and it could even jeopardize its application on the high seas, as measures or rules applicable to the water column can surely also impact activities on the seabed. So such a far-reaching interpretation seems quite unreasonable in light of the object and the purpose of the BBNJ agreement. So having touched upon these various questions and considerations, I would like to round this presentation off with some thoughts on the way forward. And if one thing has become clear during this presentation, it is that this condition will be pivotal in the interaction between the BBNJ agreement and the deep sea mining regime, or every other framework or body for that matter. So to put it in the words of an obscure English poet, to undermine or not to undermine, that is the question. So I try to demonstrate in this presentation that there are certainly avenues for the BBNJ agreement and its scope to impact the deep sea mining regime, but these options are not boundless and will be limited by the undermining clause, which introduces, like I said, a delicate, dubious balance that remains quite unpredictable in terms of its future application and interpretation. Therefore, an overarching question that can be asked at the very end of this presentation is whether the BBNJ agreement will actually install the holistic, cross-sectoral approach that many envisioned. In other words, will the BBNJ agreement be the long-awaited game changer with respect to conservation of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction, or will it merely play a supporting role in an increasingly fragmented legal landscape? Deviating from the defensive wording of that undermining clause, the ambition to build bridges through cooperation and coordination is certainly commendable, but competent sectoral organizations, such as the ISA, arguably remain in the driver's seat and might want to preserve the status quo. So with that in mind, the biggest added value of the BBNJ agreement could lie also in the momentum and the growing awareness it has created, as well as the political pressure that might be the result thereof. And whether this eventually leads to an overall reassessment of the balance between marine conservation on the one hand and other activities and interests in areas beyond national jurisdiction on the other remains to be seen. And with that, I've covered the main issues that I wanted to discuss with you today. Thank you very much for your attention. If there are any questions, I'll be happy to answer them during the Q&A. And also for those of you interested in this research, I'm glad to announce that it constitutes the subject of a recently published article in the journal Ocean Development and International Law. And I also delve deeper there, I couldn't do this in this short presentation, into the specific interplay within the context of ABMTs, so area-based management tools. Thank you very much. Étant pris en sandwich entre deux confrères belges, j'ai pris mes précautions. Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président, chers confrères, chers consoeurs, chers confrères, devrais-je dire plutôt, je vais vous entretenir d'un projet que j'avais présenté en 2022 lors du One Ocean Summit à Brest, qui est celui de créer une COP Océan, comme il en existe dans d'autres domaines. Car la communauté maritime vit dans une situation paradoxale qui illustre cette courte statistique. COP climat, 29. COP biodiversité, 16. COP océan, 0.
Nous sommes donc en droit de nous interroger sur l'immobilisme apparent du droit de la mer, en tout cas dans son expression majeure, qu'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et cet immobilisme contraste avec le mouvement qui anime les deux conventions de 1992, celle sur le changement climatique et celle sur la biodiversité. Alors je vais décliner ma démonstration en 3 temps. Premier temps, celui du constat de l'immobilité du droit de la mer. Deuxième temps, faire apparaître la contradiction entre cette immobilité et le besoin de changement qui, à mon sens, n'a jamais été aussi pressant. Et troisième point, je présenterai la solution, celle d'une COP océan. Alors la vitalité des deux conventions de 1992 repose très certainement sur l'existence de ces deux fameuses COP, c'est-à-dire les réunions des États parties, Conference of Parties, dont l'existence est prévue par les textes eux-mêmes. Tout le monde se souvient de la COP 21, qui eut lieu à Paris en 2015 et qui adopta le fameux accord de Paris. La COP 29 vient de se réunir à Bakou en Azerbaïdjan, tandis que la COP biodiversité vient de vivre sa 16e édition en 2 temps, à Cali puis à Rome. Ces COP sont les organes suprêmes de la gouvernance de ces traités et visent à évaluer le degré d'application et à renforcer les engagements pris. Outre les États parties, elles rassemblent les représentants de diverses collectivités, dont, et c'est la clé de leur succès médiatique, des acteurs non étatiques, issus de la société civile et de la communauté scientifique. Elles sont non seulement le lieu de négociations politiques, intergouvernementales, mais aussi d'ateliers et d'autres forums ouverts à la société civile. Et vous le savez, des événements parallèles, des side events, servent aussi de tribune aux ONG, avec un écho tout à fait remarquable dans le grand public. La Convention sur le droit de la mer paraît au contraire figée, vouée à une sorte de sacralisation. Elle est en vigueur, tout le monde le sait ici, depuis 1994, et réunit la quasi-totalité des États, à l'exception, entre autres, des États-Unis, ce qui évitera à Donald Trump de s'en retirer. Et depuis 1982, c'est-à-dire depuis son adoption, nul n'a osé l'amender de peur de remettre en question un équilibre ayant permis de concilier des positions antagonistes sur la territorialisation de la mer et sur la liberté de navigation, le tout dans un contexte géopolitique marqué par les clivages forts de la guerre froide et par une décolonisation qui était encore récente. Mais ce serait une contre-vérité de dire ou de penser que, faute d'avoir été modifié, le texte n'a pas vécu. L'entrée en vigueur de la Convention s'est logiquement accompagnée de la mise en place des institutions en gestation et qui sont maintenant très sollicitées, on l'a vu hier, avec la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer. On vient d'en parler aussi avec l'autorité internationale des fonds marins. La Convention bénéficie en outre d'une sorte de gouvernance onusienne qui est d'ailleurs légère. L'Assemblée générale des Nations Unies adopte tous les ans une résolution consacrée au droit de la mer. Le secrétaire général des Nations Unies gère, entre guillemets, la Convention par l'intermédiaire de la division des affaires maritimes et du droit de la mer, la fameuse DOALOS, et enfin, il existe une réunion annuelle des États parties, le State Party Law of the Sea, SPLOS, mais qui est confinée aux seules questions administratives. J'ajoute que le droit de la mer technique, lié au transport maritime, principalement,
fait l'objet d'une adaptation permanente, il y a été fait allusion aussi, en raison de l'action de l'Organisation maritime internationale et de son cortège de conventions et de codes. Mais il demeure que la sanctuarisation de la Convention lui fait courir le risque d'être progressivement marginalisée. Ainsi, les grandes questions environnementales, climat et biodiversité, qui intéressent au premier chef l'océan, sont traitées en dehors du cadre du droit de la mer par les conventions précitées, qui prennent plus ou moins en considération la planète entière, avec pour conséquence de déplacer le centre de gravité juridique en dehors de la Convention, avec le risque avéré de sous-estimer le rôle de l'océan et de marginaliser la communauté maritime par rapport aux décisions majeures pouvant concerner l'océan. Le processus d'actualisation des COP met régulièrement les questions du climat et de la biodiversité à la une des gazettes et permettent de produire des normes politiques ou juridiques sous la forme de résolutions, voire des normes contraignantes, comme l'accord de Paris en est un bon exemple. Les COP constituent ainsi un instrument de dialogue et de communication qui leur confère une légitimité et une publicité qu'on ne connaît pas le droit de la mer, je le répète, en quelque sorte marginalisé. Après les deux accords de 1994 sur la gestion de la zone, patrimoine commun de l'humanité, et de 1995 sur les stocks de poissons dits chevauchants, le traité sur la haute mer, BBNJ, de 2023, confirme que la seule procédure effective d'évolution du droit de la mer est celle d'accords d'application qui viennent compléter la convention sans la modifier et qui interviennent après un processus aussi long qu'incertain. Il aura fallu plusieurs années pour arriver à l'adoption de ce traité BBNJ, et s'il représente une avancée inespérée, merci encore Madame Renali, tout reste encore à faire. Nous sommes loin des 60 ratifications et ce jour venu, il restera à construire la gouvernance de l'accord, laquelle va s'appuyer d'ailleurs sur une COP prévue par cet accord, ce qui légitime implicitement le dispositif et pourrait ouvrir la voie à une COP plus générale, couvrant l'ensemble du droit de la mer et permettant de répondre aux besoins d'adaptation du droit de la mer. Car le besoin d'actualiser le droit de la mer, c'est mon deuxième point, est pressant, jugez-en, à travers les quelques sujets dont pourrait se saisir une COP océan et que je me contente d'énumérer sans autre commentaire. Les atteintes à la liberté de navigation, à la fois pour des raisons géostratégiques, mais aussi pour des raisons d'exploitation économique de la mer. L'impérialisme maritime chinois en mer de Chine. L'Arctique, dont la gouvernance spécifique est suspendue alors que cet océan s'ouvre de plus en plus à la navigation et aux risques qui l'accompagnent, n'est-ce pas Hervé Baudu? L'expansion de la criminalité en mer, narcotrafic, immigration clandestine, trafic d'armes, trafic de déchets, j'en passe. Voilà qui rend nécessaire de reconsidérer des règles qui font la part trop belle à la souveraineté du pavillon, lequel peut devenir le refuge des criminels. Les atteintes à la sûreté des fonds marins, dont l'actualité nous montre qu'elles constituent une forme de guerre hybride, visant en particulier oléoducs, gazoducs, câbles de communication, câbles d'alimentation électrique. La pollution des mers, dont on a abondamment parlé hier. Notons enfin l'existence de la Dark Fleet, des flottes grises, flottes fantômes, apparues pour contourner les sanctions internationales. Voilà qui relance de façon préoccupante la question de la sécurité maritime, puisqu'il s'agit de vieux navires, sous normes, naviguant sous pavillon de complaisance, à destination de ports où les contrôles et autres mémorandums ne sont pas appliqués. Autre argument pour une COP, nous souffrons du traitement séparé des questions, alors qu'en mer, tout se tient et doit être traité de façon cohérente.
Segmenter les dossiers maritimes est une erreur. Environnement et stratégie, liberté des mers et protection des espaces, recherche scientifique et exploitation des océans, transport et sécurité, biodiversité et diplomatie, toutes ces questions vont de pair. Les traiter dans des cénacles séparés aux intérêts parfois divergents fait prendre le risque de voir coexister des mondes et des intérêts potentiellement en conflit. Concilier des valeurs aussi opposées en apparence que la liberté des mers et la planification des espaces, les profits des pêcheries et la préservation des ressources halieutiques, l'exploitation des fonds marins et la préservation de la vie profonde, montrent combien il est nécessaire que la communauté internationale dispose d'un espace de rencontre régulier et pluridisciplinaire. La COP Océan, et ce serait tout son intérêt, ne serait pas bridée dans son périmètre. Elle pourrait au contraire s'emparer de tous les sujets relatifs à l'océan, environnementaux bien sûr, mais aussi géopolitiques, comme sécuritaires ou scientifiques. C'est globalement que toutes les questions de l'océan doivent être abordées. N'oublions pas que la condition essentielle pour protéger l'océan est de préserver la paix. Alors la solution, c'est de créer une COP Océan, et je l'ai dit d'entrée, par extension du mandat de l'UNOC. Tous les sujets que je viens d'évoquer, au lieu d'être abordés sans vue d'ensemble et sans grande cohérence, dans des instances diverses, multiples, trouveraient naturellement leur place dans cette fameuse COP Océan, qui donnerait un centre de gravité unique aux multiples négociations et rencontres sur la gouvernance de l'océan et sur sa protection. Elle éviterait donc la prolifération actuelle de rencontres à géométrie variable, les doublons et la disposition des énergies. Une COP Océan permettrait de donner de l'unité en même temps que de la visibilité aux questions relatives aux enjeux de l'océan. Certains ne manqueront pas de souligner le danger qu'il y aurait à faire du droit de la mer le champ d'une négociation permanente et de mettre en danger le bel équilibre de 1982. L'argument ne peut pas être écarté d'un revers de main, mais il revient à mettre sur le même pied un risque potentiel et la réalité actuelle d'une paralysie progressive du droit et de la gouvernance de l'océan. Il est temps de sortir des tabous pour proposer une réforme peut-être audacieuse mais nécessaire. Cette proposition se heurtera à de nombreuses critiques qui vont probablement s'exprimer à l'occasion de nos échanges. Et je réponds principalement par avance à l'objection majeure, c'est que la COP Océan ne peut être une COP de la Convention pour la bonne raison que la Convention ne la prévoit pas. L'instituer, en effet, mériterait de modifier le corps même du texte. Or, comme déjà souligné, la voie directe d'une modification de la Convention est exclue. Il convient donc de privilégier une approche empirique et indirecte. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'une COP Océan et non pas d'une COP de la Convention des Nations Unies sur le droit de mer. La nuance n'est pas que formelle. Le résultat d'une telle COP Océan ne sera pas forcément l'adoption de textes juridiquement contraignants, mais toutes les solutions seront accessibles, du droit mou au droit positif, de la motion à un traité international, en passant par des codes de bonne conduite. La création d'une COP Océan aura quelque chance de succès si elle privilégie une approche pragmatique et progressive, en partant de l'existant. Et parmi les diverses réunions internationales de dimension universelle, celle de la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, paraît répondre à plusieurs critères de notre appel d'offres. Son universalité, son caractère rassembleur et la large dimension de son objet social. Le contexte international, en outre, milite pour s'appuyer sur la société civile afin de mettre sous pression les institutions interétatiques, souvent bloquées par le paroxysme des enjeux stratégiques. D'aucuns objecteront que l'UNOC est destinée à l'examen de la mise en œuvre de l'ODD 14.
C'est exact. L'obstacle est réel, mais si l'on examine l'ordre du jour de la réunion de Nice, on constate son caractère très ouvert. Je cite, « Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan ». Notre idée d'une transformation progressive de l'UNOC en COP Océan commence en fait à être partagée au sein même de l'organisation, me dit-on. En témoigne l'entretien qu'a accordé l'ambassadeur en charge de l'UNOC, Olivier Poidavort, qui, au micro de France Inter, a qualifié l'UNOC, je le cite, de COP des océans. Je me résume pour terminer en 10 points. J'enfonce le clou, 10 fois. La Convention sur le droit de la mer est condamnée pour des raisons politiques et juridiques à une forme d'immobilisme qui la marginalise progressivement. 2. L'océan est sous tension sur les plans écologiques et géostratégiques. Sa gouvernance doit pouvoir s'adapter en permanence. 3. Il est indispensable de traiter globalement l'ensemble des questions maritimes qui toutes sont connexes. 4. Contrairement aux conventions sur le changement climatique et sur la biodiversité, la Convention sur le droit de la mer n'est pas dotée d'une COP qui constitue l'instrument d'adaptation pertinent. 5. La solution d'une COP de la Convention n'est pas accessible car la Convention ne le prévoit pas. 6. Il demeure toutefois indispensable de prévoir une COP océan susceptible de répondre à l'urgence et à la connexité des questions maritimes. 7. À l'heure où le multilatéralisme est remis en question, il faut s'appuyer sur les forums mondiaux existants qui associent acteurs publics et acteurs privés. 8. Cette COP pourrait naître de l'évolution progressive de l'UNOC Océan qui, outre l'ODD 14, pourrait traiter toutes les autres questions qui lui seraient soumises. 9. Les conclusions de chaque COP Océan pourraient prendre toute forme juridique et politique allant des recommandations aux normes contraignantes. 10. La France, éclairée par son Académie de marine et nation hôte de l'UNOC 2025, doit prendre l'initiative de proposer la COP Océan. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Louis FILLON. Nous allons poursuivre avec l'intervention de la salle de Madame l'ambassadrice Marie Jacobson de l'Académie de Suède. We go on with our speaker from the audience, the ambassador Marie Jacobson from the Academy of Sweden. Thank you very much, and thanks to you all. This is a very interesting conference or symposium, and this panel is of course of particular interest to me as an international lawyer. And I'll pick up on a few things that were said, but first of all I'd like to say that Sweden and Fiji were the two countries that organized the first ocean conference in 2017. At that conference the word security wasn't mentioned. And that was very strange because at that time Russia had already been an aggressor state against Ukraine. And there were also a series of what we call hybrid activities at sea. But it wasn't, it was sensitive. And security is not mentioned in the upcoming theme of the conference in Nice if you look at the UN document. But here at our symposium, we have touched upon security in every single panel, directly or indirectly. And I would like to raise two particular angles of that is of absolute utmost importance. One is the protection of cables and pipelines, particularly cables. Every topic we have discussed, all 7 of them, show the reliance on internet communication. We are not relying on Starlink. We are relying on cables at sea. 98% are at sea. We need to find a way to protect them, and we need technical tools to do that. The second is the importance of protecting our trade, our international trade, because that is what we, as was said yesterday, and as most of us know, that is what will make our society survive in times of crisis. So the question is really, what needs to be done?
and how should this be done, and who will do it. And I think we need a very operational perspective. We need an output, and perhaps this symposium here can send a message to Nice, the owner tree, that we need to raise. We cannot hide the security issues when we discuss the oceans. When it comes to, I have a question to the panelists, but I'll actually like to start with, I think your proposal of a conference of state parties is interesting. It's very, very controversial. But I take issue with you when you say that the UN Law of the Sea Convention is static and that the international law of the sea hasn't developed. I take the view that international law of the sea has developed enormously thanks to the Law of the Sea Convention, which allows for development. So when we have faced new challenges, drug trafficking, straddling stocks, the BBNJ, the Proliferation Security Initiative, etc., states have got together and negotiated treaties under the heading of the Law of the Sea Convention. So I think there is really good room for negotiating also to meet other demands that we need to do. But as lawyers, and I would like to pose this question to all the three of you, what needs to be done? Do we need new treaties? Can we develop international law in another way than through treaties? And Mr. FILLON, Professor, you mentioned soft law. That's, I think, what we do all the time. I think that is important. But I really would like to hear your answers. Do we leave the UN Law of the Sea Convention as it is and develop other treaties instead, in parallel with the Law of the Sea Convention? Or do we tear up the Law of the Sea Convention? Thank you. Oui, merci madame. Je vais répondre en français, où je suis plus à l'aise qu'en anglais, comme vous avez pu vous en rendre compte. D'abord, j'étais très sensible aux interventions d'hier de notre confrère suédois, de notre confrère allemand, qui ont mis en avant les questions de sécurité. Moi, je suis frappé, quand j'assiste à des colloques ou à des réunions internationales, de voir le compartimentage des questions maritimes, et notamment la part nécessaire, mais qui est faite aux questions environnementales, comme si le reste des questions maritimes n'existait pas, si ce n'est pour les dénoncer. Je crois qu'il y a un travers qu'il serait temps à la fois de dénoncer et de remettre en cause. Je reviens sur ce que j'ai dit. Les questions maritimes sont des questions connexes. Or, nous avons pris l'habitude de les traiter séparément, ce qui ouvre la voie à des propositions qui sont souvent des propositions irréalistes, pour ne pas dire qu'elles sont souvent démagogiques. Il faut revenir à la réalité, et la réalité du monde qui nous entoure, c'est celui d'une menace extrêmement grave qui pèse sur la sécurité internationale, pas simplement du fait de la situation géostratégique, mais aussi du fait de la situation de la criminalité internationale. Nous vivons sous la menace et nous nous occupons de questions qui, pour être importantes, sont moins immédiates. Je remercie tous les intervenants d'hier d'avoir remis toutes ces questions sur le devant de la scène où qu'elles n'auraient jamais été. Quand on parle de menace des armes, on les entend déjà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, pour l'évolution de droit, pour répondre plus directement à la question, à l'intervention de notre consoeur suédoise, je pense qu'il ne faut... On peut prendre exemple sur l'Organisation maritime internationale.
dont la production normative est extrêmement ouverte à toutes les formes. Vous avez dans la production normative ou sous-normative, pour pas dire paranormative de l'AMI, tout un ensemble de décisions du droit mou, de la soft law au droit positif, et c'est cet échantillonnage qui est extrêmement intéressant, parce que vous avez derrière l'idée ouverte des formes de ce droit, l'idée d'acculturation et l'idée de légitimation progressive des normes. Et je pense qu'en matière de droit de la mer, nous nous privons d'invention, de propositions, parce que nous sommes claquemurés dans le respect que je partage de la Convention de 1982, qui est un véritable miracle, qui ne se reproduira pas, ce qui me permet de saluer encore le traité BBNJ, qui est un miracle dans le miracle, mais il ne faut pas rêver, ça ne se reproduira plus. Et donc il faut que nous nous donnions les moyens de produire, à jet continu si je puis dire, des résolutions, des codes qui vont acculturer l'idée par exemple que le droit du pavillon est trop limité par les exceptions de l'article 110 de la Convention qui permet de combattre la piraterie sans l'autorisation de l'État du pavillon. Il faut élargir par exemple ces exceptions. Mais on ne pourra pas le faire brutalement en modifiant la Convention, il faut donc utiliser des voies parallèles, des contournements, et c'est la raison pour laquelle, je reviens à mon obsession, nous avons besoin de nous rencontrer régulièrement dans des cénacles où l'ensemble des questions sont brassées. I cannot add much to the observations of Ambassador Jacobson, but just to get into the issue of protection of cables and pipelines, well, of course, if we look at UNCLOS, we see the gaps. It's striking. We have provisions on, well, the freedom to lay marine cables and pipelines. We have provisions on if there is damage, if there is an accident, what can be done. We have provisions on competence of the coastal state, but we do not have anything on protection, on security of those cables. We do not have anything in terms of jurisdiction if we talk about segments of those cables or pipelines that are not within the territorial sea of the state. And then, well, that's one problem. We have no jurisdictional basis or no prominent, obvious jurisdictional basis to act in the EEZ or on the high seas. Also, the question could be which state would need to act or would be required to act if we would have a jurisdictional basis, because there we could still have some creative interpretations on the basis, for example, of the protective principle, where you could say, well, a state can act, but that could only go so far, I would say. And then, with regard to the states that would need to act, agreements could, of course, be concluded between the states concerned if we talk about specific trajectories of pipelines and cables, but that would also only provide a solution, of course, in specific cases. So, yeah, this is a sort of microcosm, you could say, also of the question, the broader question you asked, do we need new treaties, new law, or do we need new interpretations, other ways to change the current situation? Well, I think it's a hard question to have a definitive answer on. I would say that creative interpretations could go some way, but could only go so far, I would say. Néanmoins que j'ai fort apprécié le discours de M. Fillon, le plaidoyer pour la COP-Océan, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un effort qu'il faut suivre. Mais je ne suis pas convaincu que le droit de la mer et surtout la Convention sur le droit de la mer de 82 peut paralyser, peut immobiliser ce qui va paralyse le développement progressif du droit.
I'm very convinced that actually the Law of the Sea Convention of 1982 has a huge amount of very important issues. It has, for the first time, also been possible to write down a number of rules in international law, which previously have been mostly customary law, open to all kinds of interpretation over the years. A written down convention with specific rules, although they are generally, although they are in certain elements a sort of umbrella-like approach to international law, might be open for a better approach. The convention itself has brought stability at a certain moment, and I think nothing will withhold states to get together and to think about new ways of developing standards, norms, rules. That is ongoing in a number of international organizations. With respect to the navigation, the IMO is an ongoing effort in producing all kinds of rules and standards that are beneficial to international navigation, and international navigation, being itself an international aspect, must be supported in such a way. So I'm not that pessimistic about what is possible anyhow. Furthermore, with respect to the intervention of Ambassador Jacobsen, I did appreciate very much your call almost for a more kind of operating approach to security with respect to the different issues that are brought forward today in certain areas, and particularly, of course, at the moment, unfortunately, in the Baltic Sea. Such an operative approach is, I think, absolutely necessary also, and I think it is important that the Nice convention, the Nice conference, will be dealing with that kind of approach also, and will be convinced that it is absolutely necessary to pay much more attention to the issue of security at sea, not only given the actual problems that have been occurring and that are still occurring, but also to bring a certain stability in the future on that field. If we are not, and I think it has been mentioned yesterday also by Commander Thompson, he said that if you are not interested in war, war might be interested in you. It's also something that it can be said about law. You might not be interested in the law, but the law is always interested in you. I think it is really important that this is sinking in our thoughts at the moment, and that not only it is sinking in, but that we are giving consequences to it when doing something. The operational issue that Ambassador Jacobsen has mentioned there. Another question. Yeah, thank you very much. I'll also use English. Please forgive me. I think a really important issue to highlight here is, under the time constraints and the fierce geopolitical threat and escalation that we're seeing, Europe will have to find remedies that will work in the short term, that will work now. So in order to address the situation, we could not just rely on a lengthy process of negotiation. Still, we need all the allies and supporters we can get in the world to deal with the menace of a combined, jointly and increasingly cooperatively acting Russia, China and Iran. So a process of an international treaty, especially one that intertwines security and sustainability, is something that will serve this purpose of bringing others on board that we will need in the effort of countering this grand global initiative, this attack basically on the existing liberal order that we've thrived on over the past decades. And so I think we'll have to have this dual approach of bringing the others on board, having a joint initiative. And that way I also compliment you on your idea of this COP Océan,
But I think it's also worthwhile to look into existing treaties, as you mentioned the IMO. And there's a number of things that have been introduced to counter international terrorism that we should look to and see how we can use that at this very moment. Because if we use the tremendous economic attractiveness as a market of the European Union to enforce basically through our attractiveness as port destinations compliance with the SUA convention of the IMO, the convention on the safety or the suppression of unlawful acts against the safety of navigation, which in its amendment form from 2003 allows for a mechanism where navies of third parties that are also signed up to the convention can board suspicious vessels. And it has a catalogue of crimes and offences which covers basically everything we're dealing with. If somebody threatens the environment, that could be addressed under SUA. And the European Navy could easily board a ship under the flag of Panama if it deposited under that mechanism. And so we could make sure Russia is not using that vessel for espionage or for sabotaging our critical infrastructure. So we could use these existing treaties on an IMO level that would serve our credibility and short-term action. And another point, I think, that is often forgotten, and that especially European states have a difficulty to really stomach, is that of national sovereignty guiding our actions. We have to be proportionate in our responses to threats, but we have stewardship obligations to the sea. We have to prevent oil spills by shadow fleet vessels, for example, and we have to prevent attacks on our critical infrastructure at sea. So there's nothing that prevents a sovereign state from taking proportionate action, even outside the scope of existing treaties. And if you do anything wrong in the course of that, stand up for it, pay for the damage. But you don't have to look on while something terrible is happening under your very eyes. Before you comment, et avant les prochains commentaires, j'aimerais bien peut-être avoir l'avis des jeunes aussi sur ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet que vous étudiez. Donc ce serait bien également d'avoir les jeunes élèves. Si vous avez des questions, préparez-la, je vais venir vers vous. I would like also to have the comments of the young students that are there, because I think it's a topic that you are dealing with during these days. So, yeah. Thank you. Christophe Pipolo from l'Océan et la Vigie. I do not pretend to be a youngsters, but I take the floor. Thank you so much, and I will give you the micro. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci beaucoup pour le caractère très stimulant de vos propositions. Je suis complètement sur la ligne de Jean-Louis sur la création d'une COP pour différentes raisons. La première, c'est que le multilatéralisme est en danger, et on sait que des États qui ne sont moins coopératifs feront tout en œuvre pour bloquer les structures qui existent. Donc oui, il faut prendre des structures qui existent, les faire fonctionner, mais savoir qu'elles peuvent également être bloquées ou être évoluées dans certaines directions qui ne nous intéressent pas. Deuxièmement, Montego Bay, c'était 82, et j'ai réalisé en discutant avec mes enfants que la plupart d'entre eux n'étaient pas nés, et quand je leur parle de Montego Bay et des dividendes de la paix, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas étudié à l'école, c'est parce qu'ils sont trop jeunes pour comprendre. Or, Jean-Louis et d'autres, j'en fais partie, étaient là quand Montego Bay s'est monté, et on sait exactement d'où ça vient. Donc il y a besoin de faire fonctionner ce qui existe, ok, et s'en servir pour réagir immédiatement, oui. Mais il y a besoin aussi d'une initiative nouvelle qui permette d'amener les jeunes dans le bateau et de faire en sorte que ça avance. Et l'idée d'une COP est quelque chose qui est intéressant. D'abord parce que, comme ça a été très bien dit, tous les sujets maritimes sont connexes et qu'on n'a pas de structure qui permette d'aborder les questions de façon connexe. Chacun s'est campé dans son domaine. Et donc il y a un besoin d'emmener les jeunes et d'emmener la société. Et pour ça, je soulève juste une idée. Si on veut emmener les jeunes à parler de recherche scientifique, d'études stratégiques, de géopolitique, d'environnement, de questions territoriales, de maritimité, de géopolitique, de gouvernance et aussi d'industrie, eh bien, il faut peut-être créer un laboratoire d'idées pluridisciplinaires et stratégiques sur l'océan, ce qu'on appellerait un think tank maritime. Or, ça n'existe pas chez nous, et en tout cas, je n'ai pas le sentiment que ça existe de façon aussi collaborative. Donc, pour préparer des décisions qui vont aller dans le sens de la COP, il faut que les citoyens soient capables de s'en saisir, et pour ça, on ne peut pas attendre d'un ministère des Affaires étrangères qui n'a pas la compétence pour agréger tout, de fabriquer ça. Donc, il y a un besoin de transfert du savoir qui est nécessaire, vers quelque chose qui soit citoyen et qui permette d'aboutir sur des réalisations concrètes. Donc oui, faire fonctionner ce qui marche. Deux, oui, pour une COP. Et comme on fait la transition, je pense qu'il y a des initiatives à travailler là-dessus. Merci.
Je vais prendre un jeune, s'il vous plaît. Il y a un étudiant qui veut poser une question? Ouais. Bonjour, donc je suis étudiant à l'UNSM de Marseille. On a eu la chance d'être invité à ce colloque maritime. Hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec M. François Lambert et on lui a posé la question de la présence des Russes au sein de la conférence de l'UNOC. Et il nous a dit qu'il ne serait probablement pas présent. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'imposer des sanctions et des nouvelles régulations au monde maritime, de ne pas impliquer les Russes et prendre le risque, eux et d'autres pays qui ne sont pas invités, n'appliquent pas ces nouvelles réglementations? Merci. Alors je rappelle que l'UNOC n'est pas encore une COP Océan. L'UNOC est là pour vérifier l'application de l'objectif de développement durable numéro 14. C'est son mandat. Et ce mandat, elle l'exerce à travers 10 points. Et notre colloque a retenu 7 points. Les 7 tables rondes correspondent à 7 des 10 points qui seront examinés par l'UNOC. Mais l'UNOC ne va pas prendre de réglementation. L'UNOC va produire des vœux, va faire des constats, faire des vœux, réunir la communauté internationale pour, je dirais, produire de la légitimité internationale en s'appuyant sur la présence simultanée de l'ensemble des États de la communauté internationale. Et je rejoins ce qu'a dit Christophe, c'est un cénacle multilatéral. Il faut systématiquement s'appuyer sur les cénacles multilatéraux, surtout actuellement. Et le monde maritime est parfaitement destiné à recevoir des réunions de ce type. Maintenant, il n'est pas question de sanctionner la Russie et d'autres États dans une réunion du type UNOC, je vous rassure, ou peut-être peut-on le regretter. Mais ce n'est pas le propos de l'UNOC. Hein, l'UNOC, c'est un grand forum international, espérons-le, consensuel, mais j'en suis pas certain. WILLAERT de l'Académie royale de marine de Belgique. Je rejoins volontiers toute une série de choses qui ont été dites, en particulier par M. FILLON il y a un instant. Je suis en train de me dire, en nous écoutant toutes et tous, qu'on insiste à la fois sur le droit positif, sur la soft law, on parle de customary law, donc de droit coutumier, et précisément du côté du droit coutumier, à force d'appliquer le droit vert, la soft law, on voit que se forme du droit coutumier petit à petit. Alors je me demande s'il n'y a pas, complémentairement à tout ce qui a été dit, un intérêt à sensibiliser les juridictions internationales, mais aussi les juridictions nationales. Et nous savons que, alors que nous nous réunissons entre académies de marine européennes, il existe aussi des lieux de rencontre des cours suprêmes européennes, hein, donc chez nous les cours de cassation, etc. Et donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un intérêt à porter un message qu'il faudrait peut-être construire entre nous, et ça peut être un job des académies de marine européenne, sur ce qui pourrait être la quintessence de l'évolution moderne du droit coutumier et de transmettre ce message en direction de cette réunion des cours suprêmes, en leur disant il y a peut-être là quelque chose à faire redescendre en direction des juridictions nationales pour que, sans modifier grand-chose, dans la pratique, ce droit coutumier puisse prendre force là où souvent il faut reconnaître que les juridictions internes ne voient pas très bien ce qu'est le droit de la mer. Et bien là on pourrait peut-être leur donner des instruments, des outils, en leur disant ben, regardez, il y a une forme de consensus entre les académies de marine pour vous proposer ce qui est la quintessence du droit coutumier dans un certain nombre de domaines. Voilà, petite suggestion au passage. Je ne sais pas si vous serez d'accord, si vous ne serez pas d'accord avec cette idée, mais enfin, voilà, une petite proposition au passage. Merci Louis. Il n'y a aucun doute qu'on est d'accord. Je pense qu'il faut faire quelque chose, mais je voudrais encore aussi dire quelque chose d'autre with respect to the issues of
getting things started with respect to developments in the law of the sea and to find fora to do so. There is still, within the United Nations system, the International Law Commission. I think Madam Ambassador Jacobson has been a member of the ILC for a very long time, and the ILC is an area of is a group of experts that can develop and that has developed new ways to deal with the law of the sea. So it is not, I think, or there is no reason, I think, to be very pessimistic about what is now going on with respect to the law of the sea as such. I think we're living in a period of time that is providing a huge amount of possibilities, of opportunities to get things started, to get new things started. Louis Hardy a mentionné probablement se mettre d'accord sur le niveau des cours de cassation, des cours suprêmes dans les pays différents. Well, I think this is a very good example of also what is happening and what is living, which will not take anything away of the very worthwhile view of this, what Monsieur Fillon a nommé un plaidoyer pour la COP Océan. Je suis vraiment d'accord qu'il faut faire quelque chose comme ça, mais il y a déjà pas mal de possibilités de prendre des initiatives néanmoins. On va prendre peut-être une dernière question. Okay, then we can finish this session. The lunch is calling, I think. Let me first of all thank the speakers, Monsieur Fillon, Klaas, WILLAERT, and Madame Ambassador Jacobson for their interventions. I think it was very worthwhile having this discussion where from different points of view, views have been put forward concerning the development of the law of the sea, the need for further development in what way, whatever way possible, is absolutely stressed, and I think this is something that should be also be given to the Nice conference, that there is a possibility for get new things started, and that we should not throw the, what you said it in English, throw away the child with the water in the bath. Very bad expression, I think, in English, but anyhow, you probably know what I mean. Again, thank you very much, all the speakers and all of you that are present and have sit for such a long time. You are to be appraised. Thank you very much. Merci beaucoup encore pour ces échanges intéressants.